Et bonjour à tous, c'est Astier sur la chaîne des cartes sur table. Aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour parler de Star Wars Unlimited ou de Lorcana, mais on se retrouve pour parler de La Griffe. La Griffe, c'est un jeu de société qui propose une initiation aux univers des TCG et des deck building. Et pour ce faire, j'accueille aujourd'hui un de ses co-créateurs. Mais avant ça, l'intro. Ok, donc on y est. On est avec Thomas, l'un des formateurs de la Griffe, donc que j'ai rencontré sur le Festival de Cannes des jeux de société, donc qui a eu lieu le week-end dernier au moment où je parle. Donc c'était le week-end fin février, début mars, si je m'abuse. Donc c'était le dimanche qu'on s'est vu, le 2 mars. C'est bien ça. Donc comment vas-tu? Ça va très bien à toi, Cédric. Ben ça va. Donc j'ai la chance de pouvoir accueillir Thomas, puisque vous le savez, sur la chaîne, je suis le seul de la chaîne qui vit dans le sud de la France. Je vis sur Fréjus. Et Thomas, lui, vit sur Nice. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour pouvoir se rencontrer. Et on s'est dit que pour présenter le jeu, ce serait beaucoup mieux de le faire en direct et en réel, plutôt que de le faire par Discord interposé. Comme ça, on peut avoir le matériel qui est prêt devant moi. Donc là, matériel qui est prototype, mais qui est également, si je ne dis pas de bêtises, en version finale. C'est tel quel vous l'aurez dans le jeu. Exactement, on est presque sur une version finale. La seule différenciation qu'on va avoir entre le dernier proto qu'on a ici et la version qui sortira une fois que le financement sera fini, c'est qu'on va avoir un petit peu plus d'iconographie qui sera présent sur les cartes. Il y a des endroits par exemple où on va retrouver inflige un point de dégâts et où maintenant on va plus retrouver ce type de wording à l'intérieur Ok. sur les cartes. On va avoir un petit icône qui indique qu'on va avoir un point de dégâts. On a plusieurs éléments sur les cartes qui vont être modifiés comme ça depuis ce proto sur la version finale. Ok, donc c'est vraiment des petits éléments comment dire, c'est des éléments C'est du verbaux, détail. ce sont des éléments visuels, mais c'est pas le fond du jeu qui va Non, changer et l'iconographie, l'anatomie générale de la carte. toute l'anatomie générale de la carte et tous les éléments qui ont été décidés sur les cartes ont été bloqués Ok, maintenant. On modifiera plus rien de ce côté-là. On s'est donné une petite latence, une petite marge de manœuvre, on va dire plutôt, sur euh, les règles en général à l'intérieur des cartes. Ça, c'est des choses qui ont continué encore à évoluer depuis qu'on avait finalisé ce proto-là et qui ont évolué aussi depuis les dernières règles qu'on avait validées quand on a fait faire ces protos. ok, bah très bien. Donc en tout cas, pour le produit, on a donc la petite histoire, donc c'est pas forcément le produit final, même si à 95% on a compris que ce qu'on a devant les yeux et ce que vous verrez juste après, c'est ce que vous aurez entre vos mains lorsque le jeu aura atteint son palier de financement participatif. Exactement. Donc, si je dis pas de bêtises, sur le financement, c'est précisé. Puis moi, j'ai pu vous rencontrer. Donc, vous êtes deux frères, et j'ai même Oui. vu ton papa. Donc, si j'ai bien compris, c'est un projet familial. Exactement, c'est ça. C'est même jusque dans l'histoire de la Genèse, c'est Ok. assez familial en fait. Avec mon petit frère, on a baigné un petit peu depuis qu'on est né dans la culture manga, dans la culture pop. Donc on a toujours un petit peu fait du TCG, que ce soit quand on était petit avec les cartes Pokémon dans la cour de Ouais, comme tout le récréation. monde, quoi, je crois, hein. Voilà, on a évolué sur les cartes Yu-Gi-Oh! Et puis de fil en aiguille, comme on aimait bien jouer à ce genre de choses, bah, on est forcément parti sur du Magic. On a fini, à mon avis, comme beaucoup de personnes, avec la simplicité sur le téléphone portable avec du Hearthstone, Ouais. auquel on a énormément joué depuis la sortie du jeu, hein, parce qu'on était aussi des grands fans de l'univers de Blizzard en général, même si on n'a jamais fait du WoW, on était plutôt dans la team de Diablo. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et malheureusement, ma femme déteste jouer sur un téléphone. J'ai jamais réussi à pouvoir faire une partie d'Hearthstone avec elle. Donc, elle préfère le Elle, carton. exactement, on a toujours joué à des jeux de société avec ma Ok. femme. Elle a jamais voulu jouer sur un ordinateur ou sur un téléphone, même pas du tout ça. Sauf du Candy Crush, mais bon, pour moi, je considère Ouais, pas ouais, ça comme un jeu c'est. auquel on peut jouer à deux. Après, c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir fait. En tout cas, en termes de collectionneur, je préfère avoir une collection de cartes physiques plutôt qu'une collection de cartes, comment dire, virtuelles où au final on n'a rien. Mm, Après, il y en a beaucoup qui investissent dans le jeu, dans tout le à fait. kart, comme il y en a qui investissent dans les voitures, etc. Mais c'est vrai que si on parle juste de sensations pures, je rejoins plutôt ta compagne, Mm. parce que je trouve ça beaucoup plus agréable de manipuler le carton, puis c'est l'aspect sociétal du jeu, où d'avoir quelqu'un en face de soi, c'est quand même beaucoup plus sympa, même si l'aspect visuel, l'aspect pratique des TCG online Mm. bah, il est quand même relativement pratique, puisque si on veut jouer, on s'installe devant l'ordi, on le lance, hop, on trouve une game.
Normalement, il y a très peu d'erreurs, à moins des bugs, mais il n'y a pas l'erreur qui est Humaine. possible. Mais bon, l'erreur humaine aussi, des fois, c'est ce qui fait la beauté du jeu, c'est que c'est Mhm. plutôt drôle. C'est vrai que sur un TCG, en tout cas, moi qui parle de manière compétitive, pour ceux qui suivent la chaîne le savent, c'est des fois très frustrant de perdre ou de gagner sur une erreur, là où on va dire l'aspect numérique évite ce genre de choses. Mais du coup, là, tu nous parles donc de la jeunesse, de ton frère et toi. Donc, si je comprends bien, le jeu va avoir donc une inspiration d'un petit peu tous ces jeux où il y a vraiment un jeu qui prime. Alors, spoiler alert, je connais déjà un peu la réponse parce que j'ai déjà joué et on a déjà discuté en dehors. Mais il y a vraiment toute une sensation de jeu. Je vais te laisser expliquer un petit peu de toutes les inspirations, même s'il y en a deux après coup que je ressens beaucoup plus que toutes les autres. Alors, je pense que du coup, dans ma réponse, tu vas avoir exactement les deux en question. Il y a d'un côté l'univers des TCG et de l'autre côté l'univers du deck building. Ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup, moi, je voulais faire des parties d'Hearthstone avec ma femme. J'ai foutu des chatons sur des cartes et je me suis dit, je vais mettre ça sur la table du salon, on arrivera à faire des parties. Ça n'a pas manqué. Maintenant, on peut faire des parties de ce type-là sur Est-ce la que table de notre salon. ta femme est fan de chatons Euh, absolu ou c'est plus toi et ton Bon, frère? c'est plus moi et mon frère qui Ok. aimons les chatons, mais forcément, quand elle voit un truc un petit peu mignon, elle reste humaine aussi. Ok. Donc, elle a trouvé ça sympa. Euh, Avec ma femme, on jouait plutôt sur des types jeux de société. Donc, on était plutôt justement sur du deck building. Ok. On fait énormément de parties d'Hero Rims. D'ailleurs, bah, le jeu est stocké dans les boîtes d'Hero Rims parce que les boîtes qu'on a fait nous, il n'y avait pas assez avec les sleeves. Du coup, bah, je les ai mis dans les boîtes Hero Rims. Est-ce que ça, je permets de rebondir, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous allez corriger pour la version finale du jeu C'est déjà, parce que je c'est sais déjà que. corrigé. Ok. Parce que moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec les thermoformages quand on peut pas sliver les cartes. J'ai tendance à virer tous les thermoformages de mes jeux de société ou autres parce que j'ai beaucoup de mal à avoir des jeux non slivés. Ok. Donc ça, C'est déjà réglé donc comme c'est problématique. un Ouais. bon point. Et du coup, on était plutôt sur du jeu de société. On est allé sur voilà, sur du Hero Rim, sur du Star Rim, sur du Shard of Infinity, du jeu de duel en deck building. Ok. On fait aussi du deck building un petit peu plus. Qui a moins de fonctions de duel. On va aller sur du Civilisation, sur du Oblivion, sur des jeux qui sont un petit peu plus deck building. Où Un j'ai, peu plus familiaux, un peu plus exactement. multijoueurs. C'est ça. Mais nous, ce qu'on aimait, c'était cette dimension de Ok. duel, de bah, c'est toi contre moi, on a chacun nos points de vie et il faut qu'on se batte. La deuxième grosse inspiration, c'est les jeux qu'on faisait avec mon frère. Donc, on était surtout sur du Hearthstone, qui lui est un Magic-like. Donc, on a aussi quelques petites mécaniques qu'on peut retrouver qui sont un petit peu plus compliquées que ce qu'on avait à l'intérieur de Hearthstone. Mais on va vraiment avoir un mix de ces deux univers-là, le jeu de société Ok. et le TCG. Donc là, tous les joueurs qui ont déjà joué à Hearthstone, qui kiffent Hearthstone, qui kiffent Hero Rims, Star Rims, etc. Après, vous les avez mis à votre sauce en manière plus physique. Donc si déjà vous aimez ces jeux-là, vous allez normalement vous y retrouver. Je pense notamment à une carte. Donc une carte, là pour l'instant vous avez le dos, mais c'est une carte qu'on a en main, que le second joueur va avoir en main de départ. Si vous connaissez Hearthstone, vous connaissez la carte dont je parle, bien évidemment, c'est la pièce. Donc voilà, vraiment. Alors je ne sais pas si vous lui avez donné ce nom précis. Mais alors, nous, ça Moi j'ai s'appelle. l'habitude de l'appeler comme ça, mais Dans Hearthstone, c'est du mana. ouais. Nous, c'est du Miaolixir. Donc, c'est la Ok. carte plus un Miaolixir. Ok, On très l'appelle bien. pas la pièce Nomenclature. au sens propre, même si pendant le FIJ, pour simplifier les choses avec les personnes Ok. qui ont l'habitude de Hearthstone, j'appelais ça la pièce pour que ça leur fasse un rappel instantané par rapport à quelque chose qu'ils connaissent. Donc ils prennent les choses beaucoup plus rapidement en main. Ça évitait par exemple ce que énormément de personnes faisaient au début quand je leur donnais la carte et qui avaient joué Hearthstone mais où je leur disais pas que c'était la pièce et qui gardaient la carte devant eux. Ok. À partir du moment où je leur disais que c'était la pièce, ils avaient tout le temps la carte en Ouais, main ils la parce que gardaient en pour eux main. c'était pas quelque chose qui était censé être devant eux. Ça marche. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc, pour un petit peu vous expliquer, on va là passer sur le format où on va vous présenter un petit peu les cartes, un petit peu le jeu, comment ça fonctionne. Et bien évidemment, après, on passera sur la revue de la page Kickstarter, puisque si ça vous plaît, il y a le Kickstarter qui est lancé dès maintenant, donc qui a été lancé pendant le FIJ ou vers la fin du FIJ, et qui dure jusqu'à fin mars. Si je dis pas de bêtises, il doit rester une vingtaine de jours, 3 semaines, quelque chose C'est comme ça, ça. jusqu'au 28 mars si je Ok, dis pas de bêtises. bon, bah, très bien. Et bien, du coup, je te propose sans plus attendre de passer sur la Zénithale. C'est parti. Ok, donc on se retrouve là avec par exemple toutes les cartes qui sont issues donc, de la boîte de base. Donc dans la boîte de base, si je dis pas de bêtises, c'est un chat magicien contre un chat guerrier. C'est ça, Ex- si je dis pas de bêtises. Exactement. Là, on a toutes les cartes par contre. Tu as les cartes de la boîte de base et les cartes de l'extension. Ok, Là, on donc les ça, a vraiment toutes. on le reverra au Kickstarter, mais c'est vrai qu'il y a déjà une extension qui est prévue, qui
qui est pensé. Donc là, il y a tout qui a été mixé pour simplifier pour la présentation. C'est ça. Donc, si je me base un petit peu sur tout ce qui est fait dans les TCG, on a ici une carte avec une pastille grise, donc c'est ce que tu disais. C'est le niveau. Donc c'est les niveaux 1, on va dire. Exactement. Ensuite, tu as le vert, on va dire que c'est le peu commun ou le niveau 2. C'est ça. Et ici, donc, on a le niveau 3 et le niveau 4. Donc les pastilles dorées et les pastilles violettes. Donc là, j'imagine que tout à l'heure, quand tu me parlais de identité visuelle à revoir un petit peu, j'imagine que vous allez certainement mettre les violettes en niveau 3 et les dorées en niveau max. Exactement. On peut voir sur la plupart des TCG. C'est un retour qu'on nous a beaucoup fait, donc on va changer ça avant l'impression définitive. Et donc là, moi, tu m'as donc au fiche, donc on a essayé avec ma compagne, avec Fanny, on a essayé un mode de jeu, donc on avait déjà les decks qui étaient préconstruits, on a joué direct. Mais là, tu m'en avais parlé de mon deck est prêt en littéralement quelques secondes. Donc là, qu'est-ce qu'il me faut pour jouer? Alors, on va prendre toutes les cartes avec la pastille grise et on va mélanger les cartes. On mélange tout, donc on les mélange rapidement, on n'est pas obligé d'y passer 100 ans, et on va en tirer 12. Ok, donc on en prend 12. 3, 6, donc j'en ai 12. Exactement. Après, on va prendre les pastilles vertes. On va les mélanger, et on va en prendre 8. Ok, on en prend 8. Et donc à chaque fois, on va baisser de 2, c'est ça? Pas spécifiquement. Non, pas forcément. Là, on va en prendre 6. Et après, on va en prendre 4. Mais la première fois, on a baissé de 4. Ah oui, on a baissé de 4, ouais, en effet. Entre 12 et 8. Et après, on baisse de 2 en 2, exactement. Le but, c'est d'arriver avec un deck de 30 cartes. Tout simplement. Ok, donc c'est d'arriver sur un deck de 34. Ouais. Et donc là, je me remélange tout, j'imagine, et mon deck est prêt. Là, on mélange les cartes qu'on a là. On a un deck qui fonctionne. Donc déjà, moi, une première chose que je constate là, parce que là, c'est quelque chose que je n'avais pas vu sur le fiche. Donc là, je suis vraiment en impression à chaud. Donc vous imaginez bien qu'on a un peu discuté, un petit peu vu les détails avant vidéo, avant le tournage. Mais là, pour le coup, on est vraiment sur une première découverte. Ce que j'aime beaucoup déjà, du fait qu'il y ait le deck du Merlinou, je l'appelle Merlinou, mais c'est ça, c'est le mage, c'est Merlinou. Merlinou Enchanteur, le bleu. Ouais. Et on a le deck du guerrier, donc déjà, on a une belle asymétrie, chose que j'apprécie pas mal. Et c'est surtout que là, donc, on a 334, ça, dans la totalité du jeu. Oui. Donc j'imagine 110, 110, 110 ou... Non, on en a 120 sur le mage, on en a 120 sur le guerrier, et on en a 90 neutres. Donc, mine de rien, deck de 30 cartes sur 120, on n'a que 25% des cartes qui sont utilisées, donc on a une énorme rejouabilité. Oui. Et donc là, je peux faire, mettons, on peut faire 1000 parties, on n'aura jamais les mêmes decks au final. On aura des cartes qui vont revenir. Oui. Et donc, avec ce que tu me disais tout à l'heure par rapport à la frustration des TCG, on a quand même l'assurance que notre deck va quand même comboter entre lui, malgré la combinaison qu'il va y avoir. Exactement. Ok, donc déjà, c'est cool parce que ça évite aux joueurs débutants de, ok, il faut que je pense à construire mon deck, etc. Non, là, vous ne prenez pas la tête. Vous prenez votre deck, vous avez directement des cartes puissantes et des cartes un petit peu moins puissantes. Vous avez des cartes qui vont comboter entre elles, ça, vous avez cette assurance-là. Ouais. Et vous allez pouvoir jouer jusqu'à X parties en ayant toujours une rejouabilité, mais des mécaniques quand même qui se retrouvent de partie en partie. Tout à fait, et sachant qu'on va avoir deux typologies de mécaniques complètement opposées, parce que d'un côté on va avoir vraiment un deck aggro avec le personnage guerrier, dont le but sera de taper fort et vite pour essayer de tuer le magicien le plus vite possible, alors que le magicien il va plutôt être dans une dynamique de sort et de contrôle du terrain, où son but va être de résister un maximum pour pouvoir après tuer le guerrier, parce que lorsqu'on va arriver sur des cartes qui seront plus élevées, il sera beaucoup plus fort. Ok, donc là on voit par exemple dégâts des sorts plus 1, et on voit que là il y a inflige 6 points de dégâts, donc si vous avez déjà joué à Hearthstone, on peut en déduire que là, si cette carte est sur le terrain, on va avoir 7 points de dégâts du coup qui vont être infligés. Exactement. Ok, ben, la promesse en tout cas elle est belle, et donc on voit, alors ici je vais essayer d'en sortir une. On voit qu'il y a 3 types de cartes. Donc, vu qu'on voit ici des points d'attaque et des points de vie, j'imagine que ce sont des créatures. Oui. Ici, je vois un bouclier, donc j'imagine qu'il va y avoir un aspect de bloqueur, un aspect de défenseur. Tout à fait. Et après, ici, il n'y a pas de caractéristiques. Donc là, on est sur les cartes actions. Exactement. Donc, on a 3 types de cartes. Et on va toujours pouvoir retrouver le type de carte qu'on a en main très facilement. Regarde, reprends-les en main pendant une seconde. Mets-les comme si tu les tenais en main. Hop. Et quand on les tient en main, on va voir exactement à cet endroit-là, on va toujours voir exactement quel type de carte j'ai dans la main et quel est son coût, pour pouvoir retrouver rapidement, en fonction de la situation que j'ai dans mon jeu, quelle carte va être intéressante pour moi. Est-ce qu'il faut plutôt que je mette sur une grosse carte de défense, un petit sort, on va pouvoir voir directement en haut à gauche le type de carte qu'on a. Ok, super. Bon, en tout cas, pour la construction des decks, c'est vraiment top. Du coup, pour la mise en place, c'est assez rapide. Je vous propose de faire un petit saut dans le temps
et on va se retrouver avec la mise en place telle qu'elle au début de la partie. Ok, donc là on se retrouve un petit peu sur une mise en place classique. Donc sur la mise en place classique, on peut déjà voir plusieurs choses. Donc déjà, on a les decks. Pour tout le monde, hein, forcément, c'est un jeu deck building et un jeu de cartes, donc comme un TCG, donc forcément il y a un deck. On a ici donc la zone de ressources. La zone de ressources, alors ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, dans certains jeux de cartes, pour le coup je ne citerai pas, il y a cette problématique de si j'ai pas les cartes qu'on peut mettre en ressources, ben malheureusement je vais souvent me retrouver en mana death ou en mana full parce que j'ai trop de mana. Là, l'avantage et la promesse qu'il y avait dans Hearthstone, c'est qu'à chaque tour, invariablement, vos ressources vont augmenter. Au tour 1, j'ai une ressource, au tour 2, j'en ai deux, etc. Et je crois savoir que c'est ce que vous avez fait dans ce mode de jeu. Exactement. Je commence le premier tour au tour à une ressource, puis 2, puis 3, puis 4, jusqu'à un maximum de 9. Exactement. Donc c'est cool parce que dans tous les cas, on va avoir notre mana qui va augmenter. Après, voir si vous jouez dans la curve, donc dans votre jauge optimale de mana, à vous de voir. En tout cas, vous avez cette possibilité-là. Après, forcément, vous avez les points de vie. On reconnaît ici les points de vie un petit peu, donc l'inspiration de Hero Realms et de Star Realms, puisque c'est la manière de compter. Vous êtes à 28, vous descendez, etc. Quand vous passez à 19, vous inclinez votre carte. Donc là, on reconnaît, mine de rien, la patte, et c'est une assez bonne idée, parce que, en effet, il y a beaucoup de compteurs aujourd'hui sur les téléphones, mais à titre personnel, je ne suis pas forcément fan de jouer avec le téléphone, et donc c'est vrai que c'est bien d'avoir cette alternative-là, pour pouvoir un petit peu proposer une autre manière, puisque on va en parler dans la review du Kickstarter. Si on y va avec des compteurs de points de vie, invariablement, ça fait monter le prix d'un jeu. Et moi, je suis très sensible à ça, puisque vous le savez certainement, à côté de l'Entre-jeux studio et de mon travail, je crée aussi des jeux, je suis auteur de jeux. Et c'est vrai que, mine de rien, en tout cas quand on est débutant, néophyte sur un premier jeu ou second jeu, on va souvent chercher à réduire les coûts pour proposer. On ne nous connaît pas, on ne sait pas qui on est, donc on ne sait pas forcément si le jeu il y a une grosse valeur ajoutée. On n'est pas des Bruno Catala ou des Antoine Boza, donc c'est toujours bien de proposer un jeu sur lequel le risque financier va être un petit peu amoindri. Tout à Donc fait. je pense que c'est un petit peu pour ça que vous avez sorti vraiment que des cartes. Exactement. Ok. On peut, avec la boîte et avec les cartes qui sont à l'intérieur, tout faire. On a besoin de rien de plus. On va pouvoir améliorer l'expérience de jeu en fonction de ses affinités en utilisant un matériel différent. Si on a envie d'utiliser des dés, si Ouais, on a si vous avez envie déjà vos dés, d'utiliser vos des tokens, marqueurs, etc. exactement, on peut le faire. Mais pour jouer, avec la boîte, Vous avez tout ce de qu'il faut. base, on a tout ce qu'il faut. Alors après, la petite parenthèse, si vous avez rien, le plus pratique, pour moi, ce sont les dés. Oui. Parce qu'au moins, les dés, on peut les retrouver sur tous les TCG, que les tokens, ça va souvent être spécifique à un TCG. Les dés, on peut les retrouver partout. C'est universel, c'est vachement visuel, ça permet de compter très bien. Ici, si vous avez des dégâts sur vos cartes, vous avez ces cartes de dégâts, et tout simplement, vous allez indiquer donc, les points de vie restants avec la carte, tout simplement. Donc, je ne sais pas vraiment comment tu la mettais, c'est comme ceci. Alors la carte a été refaite. Ok. Pour le coup, elle a été complètement modifiée. Enfin, complètement. On garde le même esprit sur la carte. Mais à la différence près que là, pour l'instant, elle s'utilisait comme ça. On venait la mettre dessous Ah, ok. avec les Ok, éléments c'est plus qui venaient au-dessus. Par exemple, là, on va dire que son attaque, elle est passée de 2 à 3, par exemple. Ok. Là, on a refait le design de la carte pour que ça puisse venir se mettre en dessous. Ah, c'est beaucoup mieux. Pour le coup, Exactement. je trouve ça beaucoup Que ça mieux. vienne se mettre ici et que ça vienne se mettre ici pour les points de vie. Parce que ça nous paraissait plus pertinent et Ok. plus visuel en tout cas. Donc cette carte a déjà été refaite et la dernière version a déjà été testée sur des versions papier. Ah. Et tu remarques aussi là quelque chose en retournant la carte. Ce sont les aides de jeu aussi. Exactement, sur tous les marqueurs de dégâts, on va retrouver les aides de jeu avec un Ça, c'est rappel malin. des pouvoirs. Ça permet de réduire le pool de cartes aussi parce qu'il faut le sleeve. D'ailleurs, on parle des cartes et du sleeve. C'est de la taille standard. Enfin, Oui, je pense le reconnaître. exactement. La taille standard, c'est pratique. C'est les sleeves les plus courantes, les moins chères. On se retrouve pas avec un format un petit peu, comment dire, alambiqué. Parce que des fois, on a Non. des jeux où les formats sont inslivables et c'est relativement compliqué. Nous, on a été bête et méchant de ce côté-là. Hein. C'est simple, hein, le producteur, on lui a dit on veut en termes de qualité la même chose qu'une carte Magic, Ok. en termes de taille la même chose qu'une carte Magic. Ok, bon, bah, Donc c'est on est pratique. sur un bon grammage. Black Core, nanani, nanana, moi j'y connaissais rien à tous ces trucs-là. Mais bon, maintenant je commence à avoir un petit peu les wordings des producteurs de cartes. On est sur une carte de bonne qualité, qui a un bon grammage, qui va pas s'abîmer trop rapidement dans le temps.
Après, ça reste un TCG deck building, donc je conseille quand même d'acheter des sleeves. Vous achetez des Oui, sleeves pas forcément les meilleurs sleeves, hein, pas forcément du Dragon Shield ou autre, ou du Game Genic, mais vous achetez des sleeves et vous le sleevez parce que, mine de rien, même si on est quand même sur un monde on grand les mage, manipule. mine de rien, on les manipule et par la force des choses, ça va s'abîmer. Sur des jeux de société où on manipule pas souvent les cartes, bon, c'est pas trop grave, mais sur un TCG deck building, Oui. on les manipule Et, très très souvent. et en plus, on s'est tapé des petits délires Sur du foil, ouais. sur certaines des cartes. On a fait des foils, on s'est amusé à faire des jolies cartes brillantes. C'est vrai que c'est quand même dommage, là pour le coup, quand on les manipule, de les abîmer parce que les cartes sont jolies, donc autant les mettre, autant les protéger avec des sleeves. Ok. Alors après, du coup, là, on a mis en place les personnages. Vous avez vu qu'on a des personnages qui sont en place sur le board. Donc, comme dans tout bon jeu de cartes, un personnage qui arrive a le mal d'invocation, donc il ne peut pas attaquer. Pour le coup, il y a du wording, il y a des mots comme vif, donc c'est l'équivalent de charge, le fait de pouvoir attaquer de suite. On a des hashtags sur jouer, des berserkers, etc., etc. Un aspect que j'aime beaucoup, puisqu'il y a des fois où mine de rien, on va se retrouver dans des situations où on va rien pouvoir jouer. On a ici en haut, alors on l'a caché hors champ, mais on a un pool de cartes. Donc on a une rivière commune, donc à tout moment, pendant mon tour, je peux jouer soit des cartes de ma main, soit je peux jouer des cartes qui sont issues de la rivière commune. La rivière commune, quand je joue une carte, je ne refile pas la rivière à la fin. Enfin, au moment où je la joue, ça évite les tours infinis. On la refile à la fin du tour en cours, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et donc ça permet de ne pas se retrouver dans des situations où ah ben j'ai rien à jouer de ma main, c'est pas intéressant, mais à la fois cette rivière commune, par la force des choses, elle est accessible par tout le monde. Alors c'est cool, mais attention, vu que ce sont des cartes neutres, forcément, et donc Thomas me le confiait juste avant, ce sont des cartes qui ont une puissance un petit peu amoindrie par rapport à vos cartes de spécialité que vous pourrez trouver dans votre deck. Et ce qui, à mon sens, fait sens parce que c'est quand même, ce serait quand même bizarre de se dire ah bah tiens, la carte neutre qui est accessible par tous, elle est meilleure que mes cartes de spécialité, ce qui serait pas normal. Mais dans certaines situations, vous pouvez trouver de très bonnes cartes dans ce pool de cartes. Donc là aussi, j'imagine qu'on retrouve les trois types de cartes, les cartes de type attaque, comme celle-ci, les cartes bloqueuses, on les voit, il doit y avoir également des actions, j'imagine. On va aussi avoir des sorts, exactement. Ok. Nous, on appelle ça les sorts et objets, ce que tu vas appeler les cartes Ouais, je suis actions, parce que désolé, c'est. généralement, c'est parce qu'on a mis soit des noms de sorts, soit des noms Ouais. d'objets. On remarquera, on en parlera très certainement après, qu'on a pas mal de choses issues de la culture pop à l'intérieur de notre jeu. Donc, même dans les mangas, il y a beaucoup d'attaques, de sorts. On va retrouver Mhm. un petit peu des trucs un peu comme ça à l'intérieur de nos sorts et objets. Mais oui, c'est exactement ce que tu as dit. On va avoir des cartes qui sont un peu nerfs à l'intérieur qui sont un peu amoindris en termes de pouvoir ou en termes de coût à l'intérieur des cartes qu'on va avoir sur la rivière, pour pas que ça ait un impact trop important dans un deck ou dans l'autre. Même si, avec mon petit frère, on est allé chercher énormément de déséquilibre à l'intérieur du jeu, il va y avoir plein de petites cartes de temps en temps qui vont donner un petit avantage, que ce soit plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. On a un très bon exemple en plus, t'as pas du tout fait exprès, mais on a un très bon exemple sur la table, parce que le gros pot de fleurs qu'on va avoir ici, bon, bah, les personnes qui ont un peu joué aux jeux vidéo, Ouais, à Mario. j'imagine que vous aurez la ref assez vite. Cette carte-là va être très avantageuse pour un mage, par exemple, parce qu'on a une carte qui coûte 4, qui va être un petit peu optimisée au niveau de la défense, parce que normalement on est plutôt sur des 4-4, sur une carte qui coûte 4. Là on va avoir une 4-5 au niveau de la défense, et du coup si on vient récupérer celle-là sur un mage, elle va pouvoir donner un petit avantage au niveau du tour 4, Ok. qui peut être contré bien évidemment si le guerrier a un petit peu de chance. Ok, donc tu nous parlais de cartes un petit peu de référence à la pop culture. Donc avant de passer là-dessus, on va finir un petit peu sur le gameplay du jeu. On a également, hop, merci beaucoup, des cartes reminder. Donc on a des cartes qui peuvent être réduites au silence. Pour ceux qui joueront à Hearthstone, encore une fois, vous comprendrez tout l'intérêt de la carte. Ça fait perdre toutes les capacités d'une carte, j'imagine, jusqu'au C'est prochain ça, tour. On exactement. a des cartes glacées donc qui vont bloquer une carte. Et on a donc cette fameuse carte, ce fameux Miaolixir bonus pour le second joueur qui va lui permettre de jouer une carte un petit peu plus forte beaucoup plus tôt dans la partie. Tout à fait. Donc là, encore une fois, on est sur des bonnes idées. Il y a un point qu'il faut de toute façon qu'il faut aussi garder en tête, et on l'a dit à toutes les personnes qui sont venues nous voir pendant le Fige, c'est que la seule chose sur laquelle on se laisse encore un petit peu de latitude à l'intérieur du jeu, c'est justement sur les règles.
S'il y a ok. certains éléments, certaines petites mécaniques où bah ouais, il y a un joueur aguerri qui nous dit bah ça peut être intéressant pour X ou Y raison et que ça nous plaît aussi, bah why not, go, nous on teste un peu de notre côté avec mon frère, on fait quelques games En en playtest. appliquant en impliquant le principe et en regardant si ça nous plaît, et feu, c'est parti, on l'applique, on le met à Ok. l'intérieur des règles. Le principe de rivière, avant qu'on arrive aux figes, n'existait pas. Ok. La rivière, Et d'où sortent les cartes neutres alors? c'est un joueur. Ah, les cartes neutres existaient déjà pour le mode de jeu numéro 2 Ouais, ok. qui nous permet où on a une rivière en La fait rivière, c'est dans très le bien, numéro hein. 2. Et on a un joueur, un très bon joueur TCG qui est venu faire des games avec nous et qui nous a dit une petite rivière, ça pourrait être cool quand même. Oui, Le c'est cool, soir hein. même, on a fait une cinquantaine de parties avec mon frère. Peut-être un petit peu marseillais quand je dis une cinquantaine de parties, mais on a bien fait une bonne dizaine de parties avec mon frère en impliquant une rivière pour voir si ça allait nous équilibrer quelque chose ou si ça allait complètement déséquilibrer les parties. Et ça, on va dire qu'on a 75% des parties sur lesquelles ça a encore plus équilibré le jeu, et on a deux trois parties à l'intérieur desquelles celui qui prenait le Après, c'est lead normal, ça, puisque si tu prenait tombes sur la encore. carte trop forte. Exactement, il prenait encore plus le lead. Mais quelque part, nous, dans les mécaniques qu'on a créées, bah en fait, ça marchait super Bon, bien. moi, je trouve que c'est bon, je trouve que c'est bien. Là, je sais que j'aurais été frustré de ne pas l'avoir, tu vois, la rivière. Bah, on a tellement aimé ça qu'en fait, bah, on a dit, ok, bah feu, à partir de demain, dans le jeu, Ah oui, il c'est y a une très bien. rivière. Donc on se garde vraiment cette latitude parce que bah voilà, c'est un premier jeu, on a une bonne base, je trouve, en termes d'équilibrage, en termes de cartes, en termes de pouvoir. Maintenant, dans les règles, quand il y a des bonnes idées, feu, on part, on y va. Et donc, Thomas, tu me parlais un petit peu donc, des références de la pop culture. Donc là, les cartes que j'ai ici, donc là, j'imagine que c'est par rapport à la bête du Gévaudan. Alors là, on est sur une référence plus Ok. historique, ouais, carrément. On a la Donc, bête du Gévaudan. moi qui ai ma famille qui est originaire d'Ardèche, forcément, ça me touche directement, parce que c'est là où il y a eu la première victime, donc à Saint-Étienne de Ludarès, pour les plus curieux. Bon, là, forcément, tu en as parlé tout à l'heure, One Piece. Là, on a du One Piece, Donc, exactement. ouais, logique, elle est plutôt belle. Ensuite, on a Naruto. Tout à fait. Ok. Après, je suis pas trop manga, moi. Bon, après, j'ai quand même quelques références. Le Kamehameha, ça, c'est du Dragon Ball Z. Exactement. Alors là, le Shamidamaru, j'ai pas la ref. T'as pas la ref. J'aurais dit, au début, j'aurais dit du Naruto, mais Non, pas du tout. On est sur du Shaman King. En fait, dans Shaman King, alors on a lu beaucoup de mangas avec mon frère, hein. Dans Shaman King, on a le personnage principal, le fantôme du personnage principal qui s'appelle Amidamaru, qui est un ancien samouraï. Et en fait, bah, nous, on a fait le Shamidamaru, ok. qui a son petit fantôme samouraï derrière lui. Et ben là, vous aurez compris que c'est ma préférée. Le sabre laser, forcément. Le sabre laser est plutôt réussi. Il est très fort d'ailleurs, hein. Détruit une carte en jeu, n'importe laquelle, plutôt balèze. Et il permet surtout de venir détruire certaines cartes qui normalement ne sont pas destructibles. Donc en fait, Ok. il a vraiment un contre-pouvoir Ouais, à donc ça l'intérieur du jeu. bannit, au-delà de la tuer, Exactement. carrément, ça Il, bannit. il détruit n'importe quelle carte. Elle sort du jeu. Même Ok. des cartes qui ne seraient pas censées pouvoir sortir du jeu vont être détruites. Ok, donc on voit quand même qu'il y a pas mal de refs. Après, il y a des cartes originales, j'imagine, qui n'ont pas forcément de référence, Bien mais sûr. le maximum, vous êtes fait plaisir, vous êtes fait un kiff. Exactement. Ok, Et bon, vous avez bien raison. on va retrouver aussi on va retrouver des optimisations à l'intérieur des cartes qui n'ont pas forcément de référence. Et on a encore un bon exemple sur le tapis. C'est marrant parce que tu les as tirés complètement au hasard et on se retrouve avec des trucs qui sont sympas à dire. Ici, on a le léchage en règle et ici, on a le léchage compulsif. Bah, en fait, dans nos cartes grises, on en a aussi quelques-unes dans les rouges et dans les bleus, on va avoir certains léchages parce que les chats passent leur temps à se lécher. Ah oui, oui. Et du coup, bah, on a le léchage en règle qui est le niveau 1 du léchage chez le deck neutre, et le léchage compulsif qui est le niveau 2 du léchage. En fait, on a la pastille verte et la Ok. pastille grise et la pastille verte. Et on va avoir d'autres niveaux. C'est-à-dire, par exemple, sur les armures berserk, on va avoir l'armure berserk de niveau 1, de niveau 2, de Ok. niveau 3, de niveau 4. Bah, voilà, Ah oui, l'armure de l'armure. berserk ultime, par exemple, qui est l'armure berserk de niveau 4. On a les autres armures berserk qui arrivent sur les autres pastilles. Ok. Bon, bah, c'est intéressant quand même de voir aussi une évolution parmi les cartes. Je te propose qu'on se retrouve de suite pour la partie Kickstarter, la dernière partie de cette review. Bien sûr, Allez, c'est parfait. parti. Ok, donc on se retrouve sur la page Kickstarter du projet, donc la griffe en français. On va vraiment parler qu'en français, hein, on va se continuer à ça. Je sais qu'il Yes. y a pas mal en anglais, mais bon, on est quand même suivi par une majorité de français. Et le but, c'est
mine de rien, d'être compris. Donc, on a une petite vidéo de présentation. Je vous laisserai la regarder vous-même en allant sur la page. Bien évidemment, je vous mettrai le lien en description de la page. On voit donc déjà que c'est un projet donc, qui a déjà 20 contributeurs. Donc, je dis déjà, hein, par rapport aux personnes qui sont déjà sur Kickstarter, on pourrait se dire c'est peu ou autre. Mais il faut bien prendre en compte certaines choses. Ce sont deux frères qui sortent un petit peu de nulle part du monde du jeu. Vous n'avez pas de projet avant, votre nom n'est pas forcément sorti sur YouTube ou autre. Donc, c'est un projet où les premières présentations ont été faites au Fige. Exactement. Donc, on voit que c'est un projet qui a besoin d'un objectif de 20 000 euros. Et donc, on est déjà à 1 400 euros. Donc, ce qui n'est pas rien, hein, parce que pour pas rien vous cacher, donc au Fige, ça a été lancé pendant le Fige, c'était à 0. Et mine de rien, ça a quand même convaincu déjà suffisamment de personnes pour atteindre ce montant. On voit, comme on le disait tout à l'heure, donc j'avais dit 3 semaines, mais donc 22 jours très précisément. Et donc, on va un petit peu regarder un petit peu ce que ça propose. Donc, on a une histoire un petit peu, le backdoor du projet, donc qui est plutôt intéressant. On voit donc que c'est un jeu de bataille pour 2 joueurs, comme on disait tout à l'heure. On incarne un des 2 héros. Il y a 330 cartes uniques, donc pour créer les decks, comme on l'a présenté juste avant. Ensuite, on voit ici donc frapper depuis les ombres. Depuis les ombres, est-ce que c'est un mode de jeu spécifique ou c'est vraiment une description? C'est un wording pour la Ok, c'est description. votre wording. Donc on a le guerrier aggro contre le magicien contrôle, c'est ce que vous disiez Thomas juste avant. Donc le guerrier qui va vraiment être en termes d'agressivité par beaucoup d'unités avec de fortes puissances. Et le magicien contrôle qui lui va plutôt faire des dégâts de sort et chercher à gêner son adversaire sur son expansion. Exactement. Ok. Donc ensuite on a le tic-tac, le temps joue contre vous. Donc ça c'est le fait de ne pas laisser l'adversaire, j'imagine, prendre l'avantage sur le board en essayant de contrôler. C'est sûr que si vous vous trouvez face à quelqu'un qui a 5 unités sur le board, disons que ça sent un peu le roussi pour vous. Et donc, on a donc la philosophie. Donc, ça, c'est tout ce que nous a expliqué Thomas avec ses propres mots. Et donc ici, on va revoir rapidement. Donc, on voit qu'il y a la boîte principale et la boîte d'extension. Ce que tu nous disais tout à l'heure, des boosters de 10 cartes, mais qui seront aucun pouvoir supplémentaire. Ce ne seront que des cosmétiques, voilà, des cartes avec des visuels plus élaborés, des cartes brillantes supplémentaires. Exactement. Ok, donc là j'imagine full art, foil, etc. etc. Que full art et foil. Ok. Dans les boosters, on retrouvera jamais les cartes qui sont dans les boîtes de base, parce que c'est pas le but. Le but c'est d'avoir un côté plus visuel sur le jeu. Donc en effet, on n'aura que des full art et des foils. Ok. Là, on a un petit paragraphe donc, sur le fait de soutenir les artistes de l'industrie du jeu de société en choisissant d'acheter le jeu avec des boosters, etc. Donc, on voit qu'il y a un objectif de 80 000 euros sur la campagne Kickstarter qui permettra donc d'impliquer les artistes dedans. Donc, on va débunk de suite. En effet, pour ceux qui auront eu l'œil ou ceux qui ont déjà vu le jeu passer sur les différents Facebook, c'est un jeu qui va notamment s'appuyer, et on va y aller de suite, sur l'aspect IA. C'est-à-dire que tous les visuels que vous voyez ici ont été générés par de l'IA, donc utilisation de l'IA, comme on le voit ici. C'est vrai qu'il y avait eu un petit débat il y a 1 ou 2 ans sur quelle est la place de l'IA dans le monde du jeu, notamment pour ce qui est de l'illustration. Donc c'est vrai que ça a un petit peu fait jaser de ce que j'ai pu voir sur les réseaux. Oui. Mais encore une fois, c'est un microcosme qui se bat contre ça. Il y a quand même beaucoup d'aspects négatifs, positifs, pardon. Donc c'est un microcosme qui se base là-dessus, mais il y a quand même beaucoup d'aspects positifs. Donc on va de suite éclairer la situation. Moi, je vais parler de mon point de vue. C'est vrai qu'en tant qu'auteur de jeu, en tant que personne qui a des personnes dans mon cercle d'amis proches et de familial qui sont dans l'illustration, je suis plutôt contre l'utilisation de l'IA. Mais après, il faut, encore une fois, regarder le contexte. Si vous êtes une société qui a déjà sorti, je ne sais pas, 10, 20, 100 jeux, que vous utilisez l'IA, ça fait grincer des dents. Il faut prendre en compte quelque chose. Ce sont donc des jeunes auteurs qui ont fait le jeu sur leur fonds propres, si je ne dis pas de bêtises, par rapport aux discussions. Donc, il faut savoir qu'une illustration, c'est relativement cher. Donc, je n'ai pas de chiffre précis parce que tout va dépendre de la personne que vous prenez, de l'illustrateur, de sa renommée, de ses compétences. Et du temps, en effet. Mais une illustration, ça tourne entre 100 euros l'illustration jusqu'à 200, 250 une illustration. On va dire en moyenne 150 euros une illustration. Je ne pense pas être trop déconnant. C'est assez juste. En tout cas, 150 euros l'illustration, nous, c'est le budget qu'on aimerait donner à des illustrateurs parce qu'on n'a pas envie que quelque chose soit fait dans la rapidité. Ouais. Et on a quand même envie que les personnes qui travaillent soient rémunérées à leur juste valeur. Ok, c'est normal. On part du principe, je travaille en entreprise, j'ai été entrepreneur, je sais ce que coûtent les charges en France.
je sais ce que coûtent les charges pour des personnes qui travailleraient dans ce domaine-là. Et quand on donne 150 euros à quelqu'un, c'est Il n'y a pas, pas tout qui va dans sa poche, c'est pas ce bien qui lui reste dans évidemment. la poche. Donc, bien évidemment, il faut quand même qu'il y ait un certain montant qui entre en compte pour que la personne puisse avoir au moins une journée pour travailler dessus. Et en fait, on s'est rendu compte en discutant avec les illustrateurs dans le fiche, parce qu'on a beaucoup d'illustrateurs qui sont venus nous voir, le débat Oui, était ouvert. j'imagine que ça. Il y a Exactement. dû avoir quelques. Et on en a déjà 6 qui sont prêts à travailler avec nous. Ok. Donc ça montre que on n'est pas du tout fermé à ce genre de choses. 150 euros, chez tous les artistes qu'on a vus, ça représente entre une demi-journée et une journée de travail. Vu qu'on est sur L'illustration. pour une illustration, exactement. Sachant que quand on dit une demi-journée à une journée de travail, il y en a certains qui vont faire 2 heures par-ci, 2 heures par-là, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, Ouais, bien d'autres qui sûr. vont passer toute la journée directement ou toute la demi-journée directement pour faire l'illustration. Ok. C'est les montants qu'on a retenus. Et avec 330 cartes, on a du coup à peu près dans la boîte 350 illustrations à générer. Ouais. Donc vous faites le calcul, donc ça fait 15 000, vous multipliez par 3, ça fait 45 000, ça fait à peu près, ça fait 50 000 euros, un peu plus de 50 000 euros à mettre dans les illustrations. Voilà, après, pour le coup, j'ai rencontré Thomas au Fige, on a bien sympathisé, mais on n'est pas non plus intime, donc je ne connais pas forcément son patrimoine, mais on a le même âge, à 30 ans, pouvoir débloquer 50 000 euros sur ses fonds propres pour un projet où on se lance, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, moi, personnellement, c'est vrai que là, je me dirais, je débloque 50 000 euros, on va avoir une banque pour démarcher, il n'y a pas toutes les banques qui prêteraient parce que on n'est pas connu, c'est un premier projet, c'est en financement participatif, c'est pas donné à tout le monde. Mais on a cette promesse de, si on atteint un certain palier, d'utiliser les illustrateurs, et c'est louable. Après, il faut savoir, donc, comme c'est écrit ici, vous le voyez. Donc, il y a eu des questions qui ont été posées. Donc, pour quelle partie du projet utilisez-vous le contenu généré par IA? Donc, toutes les images que vous voyez, donc comme c'est répondu en anglais, ont été générées par IA. Et ensuite, avez-vous obtenu le consentement des propriétaires utilisés? Donc, Thomas est passé par des comptes pro, donc qui lui confèrent la possibilité légale et juridique d'utiliser les images qui ont été générées à des fins commerciales. Donc, et mine de rien, déjà de 1, il faut louer l'honnêteté, la transparence du projet, parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Si vous êtes un petit peu, si vous êtes vraiment néophyte dans le monde du jeu, il faut le savoir. Et si vous êtes connaisseur, vous le savez très bien. Il n'y a pas tout le monde qui le dit. On le voit de plus en plus, et des fois c'est fait de manière assez sournoise. Hein. On sait pas précisé, c'est pas transparent. Là, on peut louer mine de rien le fait de c'est transparent. Thomas savait très bien qu'il s'exposait à certaines retombées, on va dire le mot bad buzz, hein, on va l'employer, mais au moins il y a eu cet aspect honnête de le dire, tant pis, mais au moins il s'est assumé, contrairement, il vaut mieux faire ça plutôt que de l'utiliser, de faire, allez on va faire comme si de rien n'était. Honnêtement, on le voit, aujourd'hui les IA sont très bien faites, mais notamment dans le monde visuel, il y a certains éléments qui permettent de le voir sur certains léchages de courbes ou autres, sur certains dessins, on le voit que c'est pas fait à la main. Et c'est honnête, il faut le louer. En effet, c'est mieux si c'est fait par illustrateur. Thomas l'a dit lui-même juste avant, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Donc en effet, Thomas serait une immense société d'édition, de production. On pourrait se poser la question, c'est peut-être pas très jojo, mais sur un premier projet, écoutez, oui. Alors oui, si Thomas lève 8 millions et que derrière, il n'y a pas forcément, on va lui taper dessus, il n'y a pas de souci, je serai sûrement le premier. Mais bon, il faut savoir se lancer, il faut savoir porter son projet. Et l'honnêteté, elle est louable, puisque, encore une fois, c'est pas, c'est pas l'adage de tout le monde. Voilà, je vise personne, hein, vraiment. Vous le savez, sur les cartes sur table, on n'est pas trop dans les polémiques, tout ça. Je vise vraiment personne. Je parle vraiment d'auteurs de jeux qui commencent avec un autre auteur qui commence. Mine de rien, il y a bien un moment où il faut se lancer. Et c'est quand même plus visuel ça que des dessins faits à la main, parce que je ne sais pas si tu as fait des études d'art, Non. mais si tu as fait 350 illustrations, alors, et c'est pour ça aussi que les illustrateurs font un travail formidable. Il y a des illustrateurs, je pense à plein d'illustrateurs, à Biboun sur Montpellier, à Nayad qui a fait très récemment Zénith, des travails de fous qui sont faits, mais voilà, au début, c'est pas facile pour tout le monde. Et oui, après, comme tu l'as dit, pour ces illustrateurs-là, il faut aussi qu'ils mangent. Si tu leur proposes de les payer 50 € l'illustration, c'est cool, mais ils vont pas manger derrière.
Donc il faut pouvoir les rémunérer aussi à leur juste moyen. Nous, on aura deux manières de pouvoir faire intervenir un artiste. La première, c'est si on atteint des paliers suffisamment importants dans Kickstarter. Je vais mettre maintenant les montants exacts parce que j'ai lancé la campagne. J'avais pas encore les montants exacts Ok. parce que j'avais pas encore rencontré les artistes sur le FIJ. Maintenant, c'est fait. Maintenant, on a Donc des tu peux le chiffres budgétiser. factuel. Maintenant, on peut le budgétiser. Je vais d'ailleurs pas plus tard que ce soir aller mettre les montants réels. Sur les montants réels, là, il y avait écrit 80K parce que je voulais Ouais. prendre un petit peu de largeur à l'intérieur de ce que je disais. Je voulais pas qu'après ce soit remis encore à la hausse. Donc en fait, on va être un petit peu en dessous. Pour donner les montants exacts, on va se situer entre 67 500 et 72 500. Ok. Pour le fait de faire rentrer des artistes sur le jeu directement. À partir du moment où on n'atteint pas ce palier, mais qu'on arrive quand même à atteindre les 20 000, nous, ça nous permettra de produire une première production. Cette première production, une fois qu'elle sera vendue, ça nous permettra d'avoir les fonds nécessaires pour pouvoir faire une deuxième édition des boosters Ok. qui, eux, seront faits par artistes parce qu'on aura récupéré Et les vous fonds aurez du nécessaires. fonds de roulement nécessaire. Exactement, qui nous permettra de pouvoir faire intervenir les artistes sur le jeu. Ok. Par contre, ça ne nous permettra pas directement de faire intervenir des artistes sur notre prochaine extension. Ok. On sera obligé de repasser par le même principe, sauf si entre-temps, pendant l'année qui s'écoule, on revend encore je sais pas combien de jeux, ce qui Ok. nous permettrait de pouvoir là faire intervenir Parce des que du artistes coup, la directement sur première le jeu. production Kickstarter, le but derrière, c'est de le vendre en retail, en boutique, le jeu. Oui, Ok. le but, ce serait de le vendre directement dans les magasins de proximité et pas de le vendre dans des grosses enseignes. Ok. Moi, j'ai toujours eu l'habitude d'acheter mes jeux dans la boutique de quartier Ouais, bien en sûr. bas de la maison parce que c'est là-bas que je suis conseillé, parce que c'est là-bas qu'il y a un contact humain que j'apprécie en tout cas quand je vais acheter un Mhm. jeu de société. Et j'aurais aimé, en tout cas j'aimerais, que notre jeu soit aussi vendu dans ce Ok. type de boutique-là. Oui, ça se tient. Alors là, vous pouvez voir du coup les arts. Donc ça, c'est les arts de la boîte de base. Vous avez les arts alternatifs donc, qui sont disponibles dans les boosters. Donc on voit qu'il y a un autre travail derrière, hein. Puis à produire, je ne sais pas si c'est vraiment le même prix. J'imagine que ça doit être un poil plus cher, mais pas non plus déconnant, non? Non, c'est pas C'est particulièrement vraiment... plus cher à Ok, produire, c'est juste plus long à faire. c'est plus long, ok. Je peux donner un ordre. Alors, si c'est fait par un artiste, bah, Oui, c'est c'est plus le long temps à faire, que- tant qu'il forcément, le fera. temps qu'il fasse l'image. Si c'est fait par IA, parce qu'on n'arrive pas à atteindre les premiers paliers nécessaires, là, cette image est faite par IA, hein, Ouais. le mouchou géant. Pour donner un ordre de grandeur, la première image qu'on voit au-dessus, on va générer entre 10 et 100 images pour arriver à quelque chose qui fonctionne et qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur de la carte. Ok. Avec 3 IA qui vont tourner, qui vont optimiser les prompts, qui vont me permettre d'arriver à ce résultat. Sur l'image du dessous, on est sur 450 images qui ont été générées pour arriver sur ce résultat, avec 4 IA différentes et avec une optimisation du prompt continue pour arriver à un résultat qui est satisfaisant et que j'ai envie Ok. d'utiliser sur une carte. Donc en termes de temps, pour donner un ordre de grandeur, c'est bien d'avoir des ordres de grandeur. Je suis entre 4 et 5 fois plus de temps sur la création d'une carte comme celle-ci. Ok. Donc là, on a la boîte de base, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Ok. Donc là, on a les boosters, la boîte d'extension Yes. ou collector, extension. 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 Donc free to play, donc vous pouvez télécharger en print and play le jeu pour pouvoir le tester à la maison. Donc ça c'est top. Sur Tabletopia aussi, hein, par ordinateur. Alors, il est déjà disponible sur Tabletopia et le print Ok. and play, en ce moment, je suis dans une temporalité un petit peu particulière chez moi. Ok. Et du coup, il n'a pas encore été mis, les PDF sont pas encore mis, mais on va les mettre sur Instagram d'ici la fin de la semaine prochaine. Ok. Donc là on a les 3 modes de jeu. Donc les modes de jeu, on a quoi rapidement? Rapidement, on a le mode qu'on a présenté tout à l'heure en aléatoire. Ok. On va avoir un deuxième mode de jeu où on va utiliser des cartes qui ont une petite étoile en bas. On va en prendre 15. Et on va construire avec une rivière les 15 cartes restantes à tour de rôle avec l'adversaire. Où on va construire le deck en fait avant la partie. Ouais, donc c'est plus un draft. On va prendre les cartes, on va les piquer. Exactement. Ok. Et on va du coup construire notre deck en fonction aussi de la manière dont l'autre construit le sien. Ok. Donc là, on va avoir les cartes neutres, les cartes bleues et les cartes rouges. On va pouvoir construire son deck. Le rouge va prendre les rouges et les grises, le bleu, les bleus et les grises. Bien évidemment, on ne mixe jamais
les deux les deux personnages. factions. Et le troisième mode, c'est le mode, on va dire, expert, où on va tout simplement construire son deck de toutes pièces en amont de la partie. Ok. L'autre va faire la même chose et on va vérifier quel deck est le plus fort. Donc on a 3 modes de jeu, donc je vais résumer. On a le mode Shuffle and Play, donc je mélange, je joue, classique, ultra rejouable, donc est plutôt destiné à découvrir le jeu. Ensuite, on a le format draft, une fois qu'on connaît un petit peu les cartes, on va pick au fur et à mesure pour pouvoir avoir un deck un peu plus optimisé. Et enfin, on a le format vraiment construit, où je vais vraiment prendre toutes les cartes de mon paquet. Je respecte toujours les 12, 8, 4, 6, 4, j'imagine. Et là, je fais le deck le plus optimisé possible pour affronter mon adversaire. Alors le 12, 8, 6, 4, je le respecte encore dans le niveau 2. Donc dans le draft. Dans le niveau 3, on fait ce qu'on veut. D'accord, on fait vraiment optimiser à fond. Ok, donc c'est cool. Donc là, on voit qu'il y a 2 petites vidéos. Il y a une petite vidéo, alors je dis 2 parce que j'en avais vu une en amont, mais on a la vidéo donc, qui présente les règles du jeu et le contenu de la boîte. Donc là, on a la présentation succincte des cartes, donc ce sera plus visuel peut-être que sur la vidéo, mais vous avez donc les cartes qui sont là, les cartes, et on les cartes sorts, etc. On pourra remarquer d'ailleurs dans la petite vidéo que tu as présentée juste au-dessus qu'on n'a pas la rivière. Parce que, encore une fois, c'est des optimisations de règles qui ont été faites pendant le fiche. Donc, on ne voit pas la rivière apparaître dans cette vidéo-là. On la verra apparaître dans la prochaine version des règles. Ok, donc c'est, si je comprends bien, c'est un joueur qui a joué avec vous, qui vous l'a suggéré, et donc vous l'avez intégré au jeu, donc plutôt cool. Alors c'est vrai que moi je suis très friand, pour ceux qui sont Star Wars Unlimited, je suis très friand des éditeurs, des auteurs ou des game designers qui tiennent compte des avis de la communauté, parce que des fois, chacun veut mettre un petit truc à sa sauce et c'est pas forcément très pertinent, mais c'est vrai que des fois il y a vraiment un surplus. Maintenant que j'ai testé votre jeu, c'est vrai que là il n'y aurait pas la rivière. Je pense que ça reste très jouable, mais le fait qu'il y ait la rivière, il y a vraiment cette dimension où, oui, en effet, je revois le deck building, parce que là, j'ai vraiment l'impression d'être dans Star Realms, etc. Enfin, c'est vraiment cool, et c'est vrai que c'est un bon ajout, pour le coup. Ouais. Je sais pas si tu as le nom de cette personne, si tu veux dire un petit merci ou autre, mais en tout cas, je pense que tu as sa tête de visu. Même pas. On a vu je sais que c'était à la fin de la première journée. Et si cette personne nous regarde, je l'encourage à se manifester. Je pourrais lui dire merci en le nommant, mais on a vu tellement de monde et c'était tellement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde sur le Fige. C'est sport, et encore, c'est les premiers jours, c'est les jours pro. Donc il y a un peu moins de monde que les samedis dimanches, il y a beaucoup de monde. Oui. Et du coup, on a le contenu de la boîte de base, on l'a expliqué plusieurs fois. Le contenu de l'extension. Donc là, on va avoir des cartes en plus, si je ne m'abuse. Oui. Avec des nouveaux effets qu'on n'a pas forcément dans la boîte de base. C'est surtout ça, on va avoir un principe initiatique aussi en fonction des boîtes. C'est-à-dire la première boîte va être très facile à prendre en main parce qu'on va avoir que 10 effets très simples. Okay. Si on ajoute la deuxième boîte, on passe de 10 effets à 30 effets. Et les 20 effets supplémentaires sont beaucoup plus complexes à appréhender que ce qu'on a dans la première boîte. Okay. Donc on va monter en niveau vraiment en ajoutant les cartes de la boîte d'extension. Ok. Alors là, on va de suite regarder un petit peu les niveaux de récompense. Donc on a pour 24 € la boîte de base, à savoir qu'en retail, si elle sort, ce sera sur les coûts de 27 € plus. C'est ça. Ensuite, on va avoir donc le pledge bronze avec la boîte de base et un booster. Oui. Ok. Alors encore une fois, les boosters ne sont pas nécessaires pour jouer. Hein. C'est vraiment, sans vouloir mettre bloqué, mais c'est vraiment que du visuel. Oui. Ce qui est sympa, c'est pour 43 €, là, vous avez les 330 cartes, puisque vous avez la boîte de base et l'extension. Yes. Ça, pour le coup, c'est le top, parce que, mine de rien, 40 €, c'est le prix moyen d'un jeu de société en France. Et donc là, vous avez le jeu complet. Oui. Ça ne change pas forcément d'habitude. En boutique, on sera sur 51. Ok, pour le total des deux. Oui. Et donc là, après, vous avez des offres qui offrent plusieurs boosters, etc. etc. Pas de playmat forcément prévu. Non, pas mis pour l'instant ici. Ça fait bien monter le prix en général. Mais par contre, on va quand même... je suis en train de me renseigner avec les différents producteurs sur le prix d'un playmat pour potentiellement venir mettre une récompense supplémentaire avec un playmat. Parce que c'est vrai que ça peut toujours être... Il est déjà fait, en fait, le playmat. Okay. Parce que j'en ai fait un pour faire la version test sur Tabletopia. Forcément, j'ai fait un playmat pour voir les endroits où j'allais mettre les cartes. Ouais, les zones. Donc il est déjà fait avec l'image qu'on voit sur exactement ici. Celle-ci. C'est celle-là qu'on a sur le playmat, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je dis n'importe quoi. Faudrait que je retourne sur. De toute façon, c'est soit l'un soit l'autre. Mais je crois que c'est celle du dessus. Donc on a vraiment juste
Et on en a deux même. On a deux playmats, si Ok. je ne dis pas de bêtises. Alors, je ne vous présente pas forcément les autres parce que là, vous voyez, il y a C'est X toujours- boîtes, etc. C'est plus des offres qui sont réservées à des boutiques pour avoir plusieurs boîtes ou à des groupes d'amis. Vous êtes vous êtes un groupe d'amis, vous êtes 4 ou 5, vous voulez chacun votre exemplaire, vous mettez là, c'est plus avantageux. Voilà, ce que je Exactement. présente, c'est plutôt la boîte de base et la boîte avec l'extension. D'ailleurs, tout à l'heure, tu nous parlais d'une autre extension, Oui. donc qui pourra potentiellement voir le jour. Oui, tout à fait. Donc, c'est toujours cool. On a prévu après que chaque extension soit un personnage supplémentaire. Donc, un personnage par extension Un personnage, ou par, direct. Ok. un personnage par extension, sauf qu'on va avoir les 120 cartes du coup du personnage à chaque fois, plutôt que d'avoir Tout comme dedans. ici où on a la moitié du premier personnage et après encore la moitié Ok, du premier je personnage. vois ce que tu veux dire. On aura les 120 directement dans les boîtes d'extension et on a déjà prévu deux prochaines extensions. Une avec un voleur Ok. qui sera un petit chaton vert qui sera dans un univers cyberpunk et qui va avoir le principe de meule pour ceux qui ont l'habitude de jouer au TCG. Donc on va faire piocher l'adversaire. L'autre extension qu'on a prévue aussi sera un personnage, donc un mecha. Un mecha qui sera un personnage en mix entre le paladin et Et le prêtre. Exactement, entre Ok. le paladin et le prêtre. Alors, je le dis de suite. Là, vous voyez par exemple que le financement n'atteint pas son palier max. Hein, on n'y est pas encore. On est à quoi? On est à 5%. Mais ceux qui vont backer, n'ayez pas peur en vous disant ah, si ça n'atteint pas 20 000, je ne recevrai pas. Donc, Thomas nous le confiait tout à l'heure. Si tous ceux qui vont backer recevront leur exemplaire du jeu, même si le jeu n'atteint pas le financement. La seule petite différence, je ne sais pas si je peux la dire forcément, mais c'est que si le jeu n'atteint pas son financement, le jeu ne se retrouvera pas forcément en boutique en retail, mais si vous aimez le jeu, vous voulez y jouer et faire découvrir le jeu à vos amis, à vos enfants ou autres, ben, n'hésitez pas, puisque le jeu, vous l'obtiendrez. Quoi qu'il arrive, que le Exactement. financement atteigne son financement, son objectif, ou qu'il ne l'atteigne pas. Et d'ailleurs, j'ai pas fait attention, mais le jeu pour mai 2025. Donc, ah oui, donc c'est vraiment, Tout est prêt. c'est super rapide. Oui, tout est prêt, tout ira super vite. Si je peux reprendre très rapidement ce que tu viens de dire pour être Ouais, très précis, en pas fait, de si souci. on n'atteint pas le palier, Kickstarter va rembourser les gens. Moi, j'aurai quand même le contact de chacune des personnes. Je vais envoyer des mails aux Ok, personnes c'est qui nous ok. auront, C'est pas la même chose que j'ai dit. qui mais- nous auront backé, backé. en leur proposant un moyen de paiement alternatif. Ok. On sera sur un site internet, ils pourront du coup commander le jeu, on sera sur une micro-production. Ok, comme un pop-up store éphémère ou autre. C'est ça, qui sera une micro-production française pour le coup, parce qu'on passera par des producteurs français qui nous permettent de faire ces micro-productions. On sera exactement sur les mêmes prix, il n'y aura aucun bénéfice qui sera dégagé, mais on ne créera pas d'entreprise du coup là-dessus. Mhm. Et on permettra aux gens de quand même recevoir leur jeu pour le même prix, Ok. pour le coup. Et ils le recevront à la maison. Il y aura une toute petite différence par rapport à ce qu'on a présenté tout à l'heure. En plus, on en a parlé, c'est qu'il n'y aura pas de carte brillante. Malheureusement, les producteurs français, on n'en a pas trouvé qui nous permettaient d'avoir de la carte brillante, sur des petites prods en tout cas. Ouais, c'est Donc, pas. Est-ce que c'est vraiment le plus grave Non, mais c'est bien de le mais préciser. c'est cool. C'est bien honnête. de le préciser, C'est ça. on n'aura pas les cartes brillantes si on est sur une micro-prod et les gens seront remboursés en amont et on leur permettra de rebaquer le jeu avec un moyen de paiement alternatif. Ok. Donc, n'hésitez pas. Vous avez maintenant un petit peu toutes les explications de Thomas, comment le jeu fonctionne. Vous avez bien vu que c'était le système de JCE, donc ne vous arrêtez pas au terme de TCG. Arrêtez-vous plutôt sur le jeu de cartes évolutif. Donc, vous avez un jeu. Vous y jouez, vous le sortez, vous jouez vraiment, vous l'avez vu, la mise en place était relativement rapide, en 5 minutes tout est prêt, surtout avec le mode de jeu niveau 1, celui qu'on vous a présenté, où on prend les cartes, on en prend 12, puis 8, puis 6, puis 2, 4, c'est très rapide, c'est très cool parce qu'on va apprendre des mécaniques mine de rien qui se retrouvent dans beaucoup de TCG de deck building, et enfin, moi je peux te souhaiter que bon courage, bonne chance, parce que c'est un super projet que vous portez là, en plus, qui part d'un projet entre frères que je trouve vraiment beau, parce que c'est, enfin, je sais pas, dans termes de création, je trouve ça beau, parce que ça permet un petit peu de boucler une boucle. Vous avez grandi avec les TCG, et maintenant vous sortez un peu votre jeu de cartes. Je
Je trouve que l'histoire est belle et merci en tout cas pour ton temps d'avoir présenté ton jeu. J'espère qu'il plaira à la communauté parce qu'on a vraiment une communauté de passionnés autour des cartes et ça fait toujours plaisir de découvrir de nouveaux jeux, de nouveaux horizons. Bah, merci beaucoup Cédric en tout cas de nous permettre aussi de présenter le jeu sur votre chaîne parce que bah, c'est la première fois quelque part, du coup ça va être la première communication du jeu. Donc c'est plutôt sympa de le voir comme ça et j'espère que ça plaira aux gens. Bah avec plaisir. Allez, et sur ce, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.